bien, ça c'est la place de l'absent, c'est ça? C'est la place de celui qui peut venir. Voilà. Très bien. Mais donc nous allons commencer la deuxième série de tables rondes d'après-midi qui sera plus, qui va arriver au sol, qui va arriver sur le terrain, parce qu'on va regarder d'un peu plus près. Effectivement des projets et on va parler d'architecture en particulier. Donc la première table ronde, je vous laisse, vous avez lu le titre, délaissés urbains et friches, des lieux pour faire éclore hétéropistes et architecture autres. Donc on met en rapport des sols et des projets. Pour faire le lien avec les échanges de ce matin, je reviendrai sur l'exposé de Gwenaëlle Daboville qui évoquait l'aménagement urbain fonctionnaliste et post-fonctionnaliste en expliquant que sa toxicité tenait au fait qu'il fabriquait de l'exclusion sociale. On peut définir les délaissés urbains comme aussi un produit de l'aménagement post-fonctionnaliste. Je crois que c'est Patrick Bouchain, il y a 20 ans, dans une étude qui lui avait commandé Francis Lacloche à la Caisse des dépôts, qui avait chiffré. Il avait chiffré ce que produit un projet d'aménagement urbain. Ça produit 25% de délaissés. Voilà, 25% de friches, de délaissés, ce qui n'est pas la même chose. Donc la ville contemporaine est elle aussi, effectivement, le fabrique de l'exclusion sociale et de l'exclusion des sols. Bon, les délaissés, c'est un tout petit peu, c'est quand même passablement différent. Ce sont les espaces que laisse vacant une ville en mutation, dans ses mutations. Mais pour autant, les deux territoires sont des territoires. Alors, est-ce que c'est par assignation qu'ils sont les territoires d'occupation, effectivement, très certainement des territoires ouverts à des possibilités d'accueil temporaire ou éphémère ou clandestin. De la part des architectes, est-ce que c'est parce qu'ils s'intéressent aux populations concernées qu'ils travaillent sur ces sites, ou est-ce que parce qu'eux-mêmes les choisissent comme des espaces de liberté, et peut-être d'ailleurs que l'un n'empêche pas l'autre? Est-ce que je peux d'abord interroger donc son présent Luc Wazinski, géographe de plein vent, c'est-à-dire géographe de terrain, et parmi donc ses ouvrages, je citerai donc l'étude sur Notre-Dame-des-Landes, et bientôt apparaître la semaine prochaine l'étude sur les ronds-points, la vague jaune. Sont présents aussi donc Stéphane Herpin, architecte, donc membre de Architectes sans frontières. Architectes sans frontières, c'est une ONG créée en 1979. Il y aurait 1000 choses à en dire, fort intéressantes, on n'a pas trop le temps. Mais ce qui sera intéressant tout à l'heure, cher Stéphane, c'est que tu expliques, comme l'a expliqué ce matin à Médecins sans frontières, que vous intervenez en fait de plus en plus en France. Voilà. Fiona Meadows, que je ne présente pas moi, parce que nous sommes collègues depuis 20 ans. Donc j'ai rappelé ce matin l'exposition, qu'elle fut commissaire de l'exposition Habiter le campement. Donc je pense que c'est à ce titre-là qu'elle a toute légitimité à être présente, et aussi en tant qu'actrice de terrain et des mouvements sociaux à Saint-Denis et en Seine-Saint-Denis. Et Paul Citron, géographe de formation, et donc directeur du développement de la coopérative Plateau Urbain, bien connue à Paris pour les grands voisins, mais qui effectivement développe des stratégies d'occupation des espaces provisoirement temporaires. Alors pour lancer cette table ronde, je voudrais donc me tourner vers Luc, le géographe, pour lui demander d'abord peut-être les deux géographes, oui. Le géographe de plein vent, parce que lui était plutôt un géographe des villes, pour lui demander quelle vision tu peux avoir effectivement de ces espaces-là dans la ville. Donc, délaissés, friches urbaines. Pourquoi et comment tu les situes, dans quelle temporalité tu les inscris, et de ton point de vue, pourquoi on y agit et qu'est-ce qu'on peut y faire? Merci pour la question et merci pour l'accueil. Bravo à Cyril et à vous de l'organisation de cette journée. On apprend énormément de choses et on se sent un peu moins seul dans nos questionnements sur la ville, sur le temporaire, sur l'espace et sur les milieux et les lieux, hein, puisqu'il s'agit un petit peu de ça ce matin. Alors moi, je vais, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, je vais parler en géographe, hein, qui pose normalement, il y a 3 bonnes questions. Je parle sous le contrôle de mon collègue Michel Musso, qui m'a promis de dormir au fond de la salle. Je ne vois pas bien où il est, mais je suis sûr qu'il ne dort pas, je le connais bien. Il y a plusieurs questions pour le géographe, c'est celle du où, il y a celle du pourquoi, évidemment, puisqu'on a prétention de répondre à un certain nombre de questions, puis il y a celle du quand. Donc, et du comment. Et évidemment, du comment, hein, qui reviendra aussi tout à l'heure. Alors, moi, ces lieux vides et ces architectures, je vais vous dire quand est-ce que je les ai rencontrés. Je crois que c'est important. D'abord, je les ai rencontrés avec les SDF à Strasbourg. Voilà. Ensuite, je les ai vus à Calais, il y a un peu plus de 2 ans, à Grand-Sainte, où je suis parti avec mes étudiants. Je les ai vus aussi, on en a moins parlé, mais sur la ZAD de Roibon. On connaît certaines ZAD, on connaît moins celle-ci. Je l'ai vu aussi sur les camps de Rome,
Ris-Orangis et à Grenoble également. Je l'ai vu dans les friches et je l'ai vu plus récemment dans les ronds-points. Voilà des endroits et des temps aussi pour moi où j'ai aperçu à la fois ces espaces réinvestis et puis ce qui s'y passait. Vous avez parlé d'architecture autre ou d'alter-architecture. Je crois que c'est le philosophe Thierry Pacaud qui avait fait un bouquin sur l'alter-architecture, si mes souvenirs sont bons. Alors premier point, je voulais dire, c'est que déjà, à la fois ces espaces, mais plutôt celles et ceux qui les transforment, qui les habitent. C'est un terme qui a été repris ce matin en disant que c'était pas qu'une question technique d'habiter. Et j'imagine qu'on renvoyait notamment au géographe Dardel, Éric Dardel, qui avait montré que cette notion d'habiter était bien plus large qu'une question technique ou technocratique. Alors c'est des espaces, c'est des dynamiques qui sont là. Je me souviens quand même que cette capacité à s'approprier un bout d'espace et à bricoler un petit habitat, la première fois que je l'ai vu pour les SDF, c'était à New York. Et quand je suis rentré en France, j'avais dit mais il n'y a pas chez nous. Il y avait un clochard céleste dans chaque université avec un chariot, et il paraît qu'il avait fait une thèse de doctorat, mais il n'y avait pas de SDF ou de homeless il y a une trentaine d'années. Je parle aussi à nos plus jeunes participants à la table. Le deuxième, les bidonvilles dont il a été question, mais moi quand je faisais mes études, je les voyais dans les appels de l'abbé Pierre. Et puis évidemment, on en aurait pu en France. Alors, je n'avais pas parcouru toute la France, mais c'était ça, cette image. C'était quelque chose qui nous revenait de l'immédiate après-guerre, de la reconstruction et de ce type de difficultés. Alors, qu'est-ce qu'elles disent de la ville? D'abord, elles disent une contre-ville. Alors, une autre ou une contre-ville. Elles disent un interstice qui a été investi par une activité. Elles disent aussi la ville sur la ville. Tout le monde nous parle de faire la ville sur la ville. Enfin, c'est un terme qu'on entend un petit peu moins aujourd'hui, un petit peu moins, mais il fut un temps où il fallait faire la ville sur la ville. Ben, c'est ceux qui l'ont fait d'une certaine façon. C'est pour des questions de difficultés, pour des questions de résistance, pour des questions politiques. Celles et ceux qui se sont appropriés, qui ont occupé ces espaces et qui se sont mis à les habiter, se sont d'une certaine façon conformés à cette demande de faire la ville sur la ville. Et donc on pouvait dessiner deux villes, celle des creux investis et puis l'autre plutôt en dur. Ensuite, d'une certaine façon, elles contredisent une hypothèse qui est, je ne sais pas si elle a fait Flores, mais en tout cas qui a marqué une partie de la réflexion sur la ville. C'est la fameuse hypothèse des non-lieux, qui pour moi était une vision coloniale, c'est-à-dire une imposition à un bout d'espace, tu es un lieu où tu n'en es pas, comme s'il ne pouvait pas être investi, qu'il soit un supermarché ou qu'il soit un dessous de pont. Donc ça, je pense que c'est important. Elles disent aussi, et elles visualisent les fractures de la ville et du monde. Je crois que c'est important, il y a quelque chose du domaine du urbi et orbi. Ça, c'est le petit-fils de Polonais qui parle. Mais elles visualisent, me semble-t-il, les chocs d'échelle, les résistances. Et est-ce que Michel Lussot, ce matin, parlait de fractures ou non, de frontières à l'intérieur de nous-mêmes, en tout cas, et il me semble important de les voir à l'intérieur même de la ville. Elles sont plus reportées à l'extérieur, elles sont à l'intérieur même de nos villes, et c'est des endroits de choc qui nous sont amenés par les guerres, qui nous sont amenés par la logique de grands groupes, par une certaine Europe, et puis par un État peut-être qui est moins providence. Elles nous disent aussi, me semble-t-il, une forme de la ville qui, moi, m'intéresse, puisque je parlais du temps et de l'approche temporelle de la ville. Il y a une élue de Paris là, avec laquelle on a échangé tout à l'heure rapidement là-dessus. Elles disent le fragile, elles disent le précaire, elles disent le flexible, le réversible aussi. Et puis, moi j'avais traduit ça par le malléable, cette idée d'une ville malléable. Et d'une certaine façon, il y a quelque chose du malléable qui s'exprimait ce matin dans la façon dont les invités là s'exprimaient là-dessus, par rapport à, je vais dire, une métaphysique du solide, du permanent, de la matérialité, qui était celle de nos professions ou de nos disciplines, qui était plutôt sur la permanence. Et là, on voit des choses souples. Je ne dis pas qu'il faut s'en suffire, et qu'il faut renvoyer les plus faibles vers du souple, du fragile, de l'éphémère, mais il dit juste que, en tout cas... Ça, c'est la question à poser aux architectes. Oui, mais j'ai des questions un peu violentes pour nos amis architectes et pour les autres. Après, j'imagine qu'ils me renverront la balle. Après, et c'est une forme déjà peut-être de première question... c'est lui qui va modérer, hein, c'est pas moi. Peut-être qu'il y a une première question, mais je continuerai. Mais que tu souhaites poser aux architectes présents. Il y en a une déjà, peut-être avant, je vais aller doucement avec mes amis architectes, parce qu'ils sont plus près. Mais si Michel Agier est dans la salle,
Je me demandais s'il y avait non, il n'est pas. Non. Si, il est là. S'il y avait une échelle anthropologique de base. Parce que je trouve toujours intéressant, quels que soient les endroits, que ce soit la ZAD, que ce soit le rond-point, que ce soit les camps, que ce soit... Il y a une espèce d'échelle où, finalement, on est 50, 60, autour de quelque chose, qui peut être en hiver à bras zéro. On est autour de quelque chose et d'une espèce de petite place publique où on va finir par se sentir bien. Donc ça, c'était la question pour Michel Agier, mais je pense qu'on peut y travailler ensemble. Il y en a une pour nos amis architectes. C'est marrant, moi j'ai habité l'Alsace, on disait nos amis allemands. Donc ça veut dire qu'on avait toujours un peu peur. Hein. Les amis architectes, c'était toujours ce terme un petit peu... C'est une private joke entre nous. Ouais, voilà, c'est ça. Je trouve que chaque fois que je suis rentré dans quelque chose qui était du domaine du cabanon, de la cabane, que ce soit dans un camp rome ou dans les cabanes de rond-point, on s'y sent très très bien. On a l'impression d'être à une échelle humaine. Et on a l'impression qu'on y est bien. Voilà, donc ça pour moi c'est un mystère parce qu'on peut participer parfois en tant que géographe à des équipes qui s'amusent à construire des espaces publics, qui s'amusent à construire dans des équipes pluridisciplinaires ou transdisciplinaires des espaces bâtis et autres, et où finalement on n'arrive pas à les habiter, ça ne fonctionne pas. Et là, il y a quelque chose de la magie, mais que je vais critiquer moi-même à l'issue de ces premiers éléments. Je trouve intéressant aussi qu'elles mettent en avant des savoir-faire et une espèce d'art de la bricole et du système D. Donc là, je crois que ce matin, j'ai traduit quelque chose qui pouvait être du domaine de l'innovation par la contrainte. Il y avait quelque chose ce matin, une espèce... il y a de l'innovation là, dans cette contrainte qui est là par rapport notamment aux migrants. Donc il y a les savoir-faire. Il y a l'idée que ça recycle. On a l'impression qu'on a des ressourceries à ciel ouvert. C'est une espèce de bric-à-brac où on ressource, où on recycle, on redonne, ça repart, il y a quelque chose qui se joue là-dessus. Et puis, dans les espaces que j'ai étudiés, et puis vous m'en voudrez pas, parce que le dernier dans lequel je me suis plongé pendant plusieurs mois, c'était les ronds-points, c'est peut-être assez loin des migrants, quoique on trouvera des éléments certainement de réflexion, mais en tout cas, si en tout cas on y réfléchit comme un dispositif spatial, moi j'ai noté quelque chose sur ces ronds-points, mais qu'on peut retrouver dans la réflexion qu'on a eue ensemble avec Encore Heureux sur les lieux infinis. Hein, et moi, j'avais réfléchi à l'idée de localiser l'infini. Sur ces ronds-points, et souvent dans ces lieux, mais pas tous, je ne veux pas généraliser, c'est des cafés conviviaux, c'est l'espèce de cafés de l'intercommunalité. 2, c'est des places publiques. 3, c'est des agoras. Des petits parlements du peuple, où certains parlent de démocratie directe. En tout cas, ça se joue là-dessus. C'est des ateliers permanents. C'est des ateliers de bricolage où chacun peut jouer, parce que de toute façon c'est temporaire, ça va être détruit par les gendarmes ou brûlé pendant la nuit. Donc il y a quelque chose de... Ce que je ne fais pas chez moi, là je peux le faire. Il y a quelque chose aussi d'un lieu, on parle beaucoup aujourd'hui de dispositifs apprenants, de territoires apprenants. Il y a quelque chose du domaine de l'éducation populaire, que ce soit par la pratique ou par rapport aux idées qui circulent. Et puis il y a aussi le fait que c'est des lieux... augmentés, multiscalaires, qui sont en dialogue avec d'autres. Un peu moins peut-être que sur les ZAD ou dans Nuit debout, mais en tout cas, c'est des lieux qui sont en dialogue. Alors, par rapport à ça, ce que je constate... Une question aux architectes. J'y viens. Par rapport à ça, il me semble quand même que cette esthétique-là, parce qu'il y a une esthétique... Moi, j'avais appelé ça une esthétique de la palette par rapport à l'esthétique de la paillette, qu'on renvoie parfois à des grandes métropoles. Hein, c'est un jeu de mots un peu facile, mais il y a quelque chose de ce type-là qui est totalement incorporé, me semble-t-il, autour des idées comme celles et des nouvelles formes de l'urbanisme temporaire, mais transitoire, tactique, temporaire, et du design. Aujourd'hui, cette esthétique-là, des palettes, du bois, il y a quelque chose qui est repris et qui rentre dans un cycle peut-être économique. Ça, c'est un point. Et puis le dernier point et qui renvoie à des questions, je me disais, attention quand même, parce que on est évidemment face à quelque chose qui est du domaine de l'urgence, dans quelque chose qui prend du temps long, c'est la construction de la ville. Et ce matin, on a insisté là-dessus. Et puis, ces choses qui se fabriquent, ces dispositifs, ces agencements, ces cabanons, ces dispositifs, ils ont tendance un peu à nous séduire. Il y a quelque chose du domaine de la séduction. En lisant un certain nombre de papiers, dont les miens, il y a une espèce de romantisme du cabanon, de la cabane. Alors, je questionnais les gens du rond-point sur ce romantisme-là, et en fait, ils me disaient, mais
Moi, c'est les cabanes de mon enfance. On revient aussi aux cabanes de mon enfance. C'est pas la même logique, évidemment, pour les migrants et autres. Mais il y a ça. Et puis, ce matin, Michel Lussot disait, c'est une façon de l'interpeller aussi, il y a une réserve d'inutile. C'est bien aussi que, enfin, moi je traduis par réserve d'inutile ce qu'il nous a dit sur le fait qu'on n'est pas obligé de fabriquer de la ville qui soit tout de suite fonctionnelle, tout de suite efficiente, tout de suite une machine à habiter. Il y a quelque chose qui peut être repris après. Mais cette idée de fabrique d'une réserve pour après, est-ce que c'est pas une façon d'une certaine façon de rester dans l'optimisation, mais en jouant sur les différents temps de la ville. Donc voilà un petit peu, je suis désolé, j'ai peut-être été un petit peu trop long, mais j'essaie d'avoir des débuts de questions vers nos petits camarades. Est-ce que Stéphane Herpin peut s'emparer de ces questions en nous expliquant d'abord peut-être pourquoi, effectivement, Architectes sans frontières, dont on pourra reparler au cours de la discussion, effectivement est revenu en France, puisque est passé de l'économie de la catastrophe à l'économie de la précarité. Oui. Bon, je reviendrai là-dessus si on a un peu de temps derrière. En fait, je vais vous parler très rapidement du projet qu'on mène à Marseille. Merci, oui. Voilà, qui permettra de répondre à certaines questions qui ont été posées. Où en fait, on intervient depuis 2016 maintenant sur la question des bidonvilles, où on accompagne des populations qui, à la base, on a été amené à les rencontrer parce qu'on était intéressé par justement la question du délaissé, des interstices qui étaient générés par la construction de la ville de Marseille et qui nous ont amenés du coup à rencontrer ces populations-là, notamment les populations roms, et donc à commencer à travailler sur ces situations de bidonville, de squat. Et donc depuis maintenant 2016, on a mis en place un projet qui initialement s'appelait Plaidoyer pour la stabilisation des bidonvilles, qui maintenant se nomme projet, comment on l'a appelé déjà ? Il est un peu compliqué, hein. Accompagnement partenarial renforcé pour la résorption du bidonville, enfin des bidonvilles, et donc spécifiquement celui sur lequel aujourd'hui on a... Stabilisation à résorption. Ouais, exactement. Donc c'est tout le processus qu'on a été amené à faire cheminer au sein de notre réflexion. À la base, ça partait donc d'un plaidoyer qu'on avait proposé dans un petit concours d'architecture sur la métropole de Aix-Marseille, qui invitait à penser la métropole d'ici 2040. Et donc nous, on avait répondu sur la question des bidonvilles et comment le bidonville d'ici 2040 pouvait amener à d'autres manières d'habiter. Et donc ce projet-là, en fait, nous a permis en le croisant avec des partenaires associatifs, donc notamment Médecins du Monde et Rencontre Tzigane, qui fait le lien avec les populations roms sur Marseille, à le mettre concrètement dans la réalité. Et donc de fil en aiguille, on a réussi à avoir, surtout mise en relation en janvier 2018 avec la circulaire de janvier 2018, qui nous a permis en fait de mettre en place une relation partenariale avec la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui nous ont proposé, auquel on a proposé d'avoir 2 sites d'expérimentation sur 3 à 5 ans, avec une logique donc de stabiliser pour amener vers la résorption. Donc cette durée-là, c'était donc un temps qu'on avait estimé dans une logique d'accès à des droits communs, donc l'accès à l'éducation, l'accès à un logement, l'accès à un emploi, et donc toute une série de points qui étaient jusque-là compliqués d'assouvir d'une certaine manière, puisqu'on était dans une logique d'expulsion à répétition. Et donc là-dessus, nous, on s'est positionné en disant, voilà, il faut arriver à stabiliser, et donc quel processus on met en place d'un point de vue architecte, avec ses partenaires Médecins du Monde et Rencontre Tzigane et d'autres sur lesquels on pourra revenir, de dire, voilà, nous, en fait, tout ce côté-là dont tu parlais, qui parle d'esthétique et de bricolage, en fait, nous intéressait, mais c'était surtout comment on pouvait accompagner ces populations-là pour rester un petit peu plus longtemps sur le site qu'elles avaient naturellement occupé. Donc nous, on arrivait vraiment sur des sites préalablement établis, avec une logique de sécurisation, d'amélioration sanitaire, d'amélioration du cadre habité en se fixant une base qui était de dire il faut que dans chaque logement on arrive à retrouver au moins un coin cuisine, un coin repas, un espace de sommeil,
Enfin voilà, toute une série de points qu'on avait préétablis. Donc une méthode d'un peu de durcissement, comme disent les spécialistes des camps du bidonville, dire de sécurisation du bâti, pour justement rentrer dans des fluides. Ouais, vraiment dans une logique où en fait, les premières fois où on a été amené à intervenir sur ces sites-là, c'était en fait en réaction à des logiques d'expulsion. Donc on a été amené à établir des diagnostics pour justement contredire cette demande d'expulsion et dire qu'en fait ce site-là pouvait rester sur place avec quelques améliorations sur ces aspects-là que j'ai cités. Et puis donc ça s'est développé au fur et à mesure en amenant donc d'autres qualités qui n'étaient pas forcément présentes, notamment avoir des espaces collectifs, donc ce que certaines structures appelaient l'ambassade, par exemple le Pérou, qu'on a construit donc l'année dernière avec Cyril, avec les étudiants de Belleville, sur un des sites de Marseille. Et puis aussi proposer un cadre d'autogouvernance, on va dire, chez les habitants, donc en les incitant à monter une association. Donc ça, c'est des logiques qu'on a mis en place depuis quelques mois pour que, en fait, ils aient une relation beaucoup plus claire vis-à-vis des propriétaires des bâtiments ou des sites sur lesquels ils squattaient. Donc de manière à dire, à travers cette association, on va pouvoir payer les factures d'électricité, on va pouvoir ouvrir des compteurs et avoir réellement un répondant vis-à-vis des propriétaires et puis des institutions. Voilà. J'ai peut-être un peu dérivé. Après, c'était intéressant parce que tu parlais de la question de l'échelle. Et je suis assez d'accord là-dessus. Tu parlais de 50 à 60 personnes, ça fait partie justement des critères que nous, on a été amenés à établir où quand on est sollicité par un groupe d'habitants sur un squat, sur un bidonville, on a 4 points qu'on essaye à chaque fois de respecter. Et donc celui-ci en fait partie, c'est d'avoir un groupe de personnes à la fois motrices, et qui ne dépasse pas ce nombre-là de 50-60 personnes. On arrive justement à mettre en place des ateliers assez simplement, à avoir cet esprit de convivialité. C'est un chiffre obtenu pragmatiquement. Ouais, parce qu'on s'est retrouvé sur des sites avant ça où il y avait 400 personnes, où on se retrouvait avec 100 personnes sur d'autres sites, et en fait, c'était maximum 50-60 personnes. Et il ressemble à quoi le bâti ? Alors on a plusieurs situations. En fait, quand on a commencé à travailler sur le territoire marseillais, on avait beaucoup de bidonvilles, vraiment ce qu'on pourrait appeler autrement des campements, donc des constructions faites justement de palettes, de briques et de brocs. Et en fait, ces bidonvilles-là, on est amené à de moins en moins, enfin on les rencontre de moins en moins. On est beaucoup plus dans du squat. Alors après, c'est spécifique peut-être à Marseille parce qu'on a tout un passé industriel qui fait qu'on a un grand nombre de friches de bâtiments qui sont laissés à l'abandon et sur lesquels justement, jusque-là il y avait très peu de projets. Maintenant on a des logiques de type Euromed qui, je vous invite à aller voir justement ce développement de la ville, mais où en tout cas là-dedans on s'est retrouvé justement à travailler plutôt sur ce type de bâti. Et donc on n'a pas forcément, malgré le fait qu'on rencontre une occupation secondaire à l'intérieur de ces bâtiments qui se redécomposent avec des structures légères, mais en fait on est plutôt dans quelque chose qui pourrait ressembler à des logements presque traditionnels, dans le sens où c'est du bâti. Nous reviendrons sur cette évolution parce que la transition est pour moi plus facile avec Paul Citron dès l'instant que tu as évoqué effectivement le passage même à Marseille d'une logique d'occupation des délaissés aux friches en fait, voilà. Puisque effectivement le plateau urbain intervient dans des espaces vacants de nature extrêmement différente. Est-ce que vous pouvez peut-être, Paul Citron, nous prendre le relais effectivement pour répondre aux questions de Luc Wesinski? Bonjour, merci. En fait, en entendant l'introduction géographique de Luc, j'ai entendu un certain nombre d'oppositions, de duos conceptuels qui me sembleraient peut-être importants de remettre en cause. Dans la mesure où, selon moi, et justement pour répondre à votre question sur les types d'espaces qui peuvent être utilisés, il me semble que ces oppositions sont peut-être un peu stériles et que plutôt que de les opposer, moi je parlerais plutôt de continuum de situations
entre justement le temporaire et le pérenne, entre la palette et la paillette, entre le malléable et le planifié, le précaire et le normal, du coup, entre le marginal et le central. Pour vous répondre sur la forme, il me semble qu'aujourd'hui, enfin, voilà, que ce soit plateau urbain ou que ce soit les acteurs de ce qu'on appelle justement, alors vous avez repris cette expression, le temporaire, ce qui, à mon avis, est encore une manière de mettre dans des cases qui sont peut-être restrictives et qui ne donnent et qui enlèvent de la légitimité à ces acteurs sur le plan à la fois de l'aménagement de la ville, mais aussi sur le plan de la société, tout simplement, parce qu'en fait, ces acteurs du temporaire, enfin voilà, ils existent pour longtemps, et puis ils font aussi des choses pérennes ou des actions qui peuvent se reproduire. Ce qui me paraît important, ouais, c'est de souligner que voilà, je pense que occuper les friches, occuper les marges, etc., je veux dire, ça existe depuis Babylone, c'est le principe d'une ville. Quand Patrick Bouchain dit oui, donc voilà, un projet d'aménagement produit 25% de délaissés, on pourrait surenchérir en disant que tout bâtiment passe environ 10% de sa vie vide. Et je ne parle même pas du soir et du week-end, je parle vraiment de période de vacances. Donc de toute façon, toute ville implique des délaissés. Mais en fait, là où aujourd'hui on parle pudiquement de temporaire ou d'alternatif, etc., pour éviter de parler d'une opposition qui, selon moi, est la véritable opposition, même si une fois de plus, ce n'est pas une opposition binaire, et il s'agit d'un continuum de situation, c'est l'opposition entre le marchand et le non-marchand. C'est l'opposition entre la ville capitaliste, telle qu'on la connaît aujourd'hui, et la ville au sens de regroupement de population et d'activité dans un espace restreint. La ville, elle a toujours été marchande. La ville, son but premier, enfin voilà, c'est là où on vient vendre ces marchandises. Mais la ville, c'est pas que ça. La ville, c'est aussi là où on dessine des nouveaux modèles de société. C'est là où on invente au choix la démocratie ou tout un tas d'idées un peu bizarres comme ça. Et les marges, de la même manière, il me semble que le lien, le point commun entre... Alors tout à l'heure, pareil, j'ai noté à la volée, entre un SDF, un migrant, un zadiste, un Rom, un gilet jaune, c'est qu'il est à la fois exclu et ou critique vis-à-vis d'un certain modèle économique, donc d'un certain modèle de fonctionnement de la ville et de la société, et il propose ou se voit imposer, mais là, une fois de plus, on peut discuter de ce schéma, parce que quand on se voit imposer quelque chose, on est obligé de proposer autre chose, donc c'est pas non plus une opposition complètement figée, un nouveau modèle de société. Et donc, il me semble que voilà, c'est en partant de ces considérations, qui sont davantage des considérations, vous voyez, politiques, que géographique, ou dans quelles conditions, est-ce qu'il faut une cabane ou un bâtiment, est-ce qu'il faut 1 an ou 6 ans ou 60 ans, il me semble que c'est plutôt à partir de là qu'on peut réfléchir à qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on souhaite occuper, donc s'approprier et éventuellement bouleverser, modifier, faire évoluer un espace, plutôt que la stratégie de plateau urbain, c'est plus de s'inscrire dans des interstices de temps que de territoire. C'est de la gestion du temps. Absolument. La stratégie de plateau urbain, à la base, c'était de se dire comment est-ce qu'on donne un espace, un droit à la ville, pour reprendre une expression fort utilisée, et forcément, quand on essaye de l'appliquer, on trahit, on diffère des idéaux lefévriens de base. Mais en tout cas, comment est-ce qu'on fait pour conférer un droit à la ville à des activités ou des populations qui en paraissent exclues. Nous, ce qu'on a vu comme outil qui nous paraissait le plus simple, parce qu'on en avait la capacité, parce que voilà, c'était, mais finalement peu importe, c'était de se dire on va prendre ces failles temporelles. Mais aujourd'hui, on glisse progressivement vers des modèles déjà qui ont des temporalités autres, qui peuvent être avec un horizon plus long. Aujourd'hui, on va vers des modèles aussi où on dit que finalement, avec la richesse, la valeur générée par le temporaire, on peut s'approprier une partie de cette valeur et donc racheter les bâtiments pour faire du long terme.
Aujourd'hui, on réfléchit à des modèles de foncières solidaires, à des modèles de... Ça, c'est évolution de plateau urbain, effectivement. Voilà, mais donc c'est pas que plateau urbain. Je pense que c'est un modèle général de société où d'un coup, on se rend compte, et les acteurs publics aussi, les acteurs privés également, que la néolibéralisation actuelle de la ville va générer trop de dégâts, tout simplement. Et bon, parfois on se rend compte trop tard, les gilets jaunes, etc. Et donc on dit oulala, et parfois on arrive à anticiper. Mais en tout cas, voilà, je pense que le temporaire, c'est juste un outil, c'est juste un prétexte. C'est un prétexte pour dire, vous inquiétez pas, à la fin, la propriété privée des moyens de production sera restituée, tout va bien. Mais c'est une manière de permettre de tester, d'expérimenter quelques usages un peu différents, peut-être subversifs, mais il faut pas le dire. Est-ce que je peux demander à Fiona maintenant de réagir à Luc pour boucler ce tour d'horizon avant de garder 10 minutes d'échange. Voilà. Donc moi je voulais juste me présenter. J'ai découvert les bidonvilles en 2007 en arrivant quand j'ai commencé à habiter à Saint-Denis. Donc j'étais très active sur le bidonville du Hanoul en 2007. Et ensuite, le dernier bidonville qui avait 5 ans d'âge, qui s'appelle le Samaritain, qui a été démoli à cause de la COP21, puisqu'il se trouvait sur la ligne du RER B pour aller au Bourget. J'ai été totalement traumatisée en tant qu'architecte de voir une évacuation de bidonville. Ça a été la chose, pour moi, la plus épouvantable, d'être avec les familles, de voir une démolition de bidonville et de voir les gens jetés à la rue. Ça a été quelque chose de... Enfin, c'est quelque chose de terrible et on prend plusieurs années pour s'en remettre. Moi, je fais partie de cette génération, donc je vais prendre le terme délaissés urbains friches, de ces micro-espaces nés il y a de l'urbanisation industrielle et la désindustrialisation. Et je fais partie de cette génération qui les a aimés, qui a cru dans ces possibles. Et le colloque aujourd'hui qui porte sur la ville accueillante, à l'échelle des friches et des délaissés, je me pose la question, y a-t-il possibilité d'hospitalité aujourd'hui dans ces lieux ? Et en fait, pour moi, il est important de laisser de la place aux délaissés urbains, mais il me semble encore plus essentiel de laisser de la place aux délaissés humains aujourd'hui. On vit dans une situation totalement schizophrénique où il faut arrêter la fausse naïveté autour de ces friches, dont les plus grands architectes ont relevé, identifié comme des espaces du tout possible, lieux des imaginaires. Elles sont devenues des espaces totalement d'inhospitalité pour les délaissés humains. Je parle des soi-disant indésirables, et en particulier de la situation des Roms, chassés de ces friches. Et je vais parler surtout de l'Île-de-France. Un campement aujourd'hui ne dure que 15 jours à 1 mois. Et les habitants sont jetés systématiquement dans la rue, même en trêve hivernale, par une politique d'expulsion. Or, les seules friches à l'esprit bohème, tolérées, sont celles des classes créatives. Bien sûr, il y a les exceptions des grands voisins qui ont donné une large place aux associations qui gèrent les pauvres. Mais j'en connais peu qui ont inclus des groupements roms qui habitent en Île-de-France depuis plus de 10 ans sur ce territoire et qui passent de friche en friche et qui ne les mettent pas sous tutelle de contrôle, qui contrôlent les marginaux dans ces lieux-là quand ils sont occupés et gérés par certaines personnes. Des processus redoutables sont apparus avec l'apparition de l'urbanisme temporaire. Il faut le rappeler, elle est née aux Pays-Bas et elle fait partie d'un système qui pourrait paraître sympathique et accueillant, mais c'est un mécanisme total d'exclusion. Il permet d'empêcher les marginaux de s'installer pour économiser du gardiennage, en mettant à disposition des friches sur des bails très courts. Alors à la fois, c'est absolument généreux pour nous, les classes créatives. On peut l'occuper, on a des très beaux espaces, souvent des espaces insolites, mais on exclut absolument les plus pauvres. Nicolas répondra, oui. Voilà, oui, bien sûr. Ensuite, moi j'habite à Saint-Denis et j'étais étonnée que la ville proposait des friches, bien sûr, qui avaient de temps en temps été occupés par des bidonvilles, pour en faire des jolis jardins de quartier. Donc là aussi, sous une couverture écologique sympathique, ça permet aux municipalités d'occuper ces espaces pour éviter que des campements illicites se posent. Et ensuite, il y a les friches créatives. Il
il y en a, je ne vais pas les nommer parce que je vais me faire détester, qui servent de bonne conscience pour régénérer la ville, la dynamiser. C'est un outil qui a été très 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 bien compris par les promoteurs des municipalités pour gentrifier un quartier et chasser encore une fois les plus pauvres. Donc, je pense que le thème de cette journée d'aujourd'hui, de la ville accueillante, en faisant ville comme cela avec nos friches, on ne va pas créer de l'hospitalité et on ne va pas créer une ville accueillante. Alors, il a existé des bidonvilles comme le Hanoul, le Saint-Maritain, les Jungles de Calais, qui ont accueilli des gens et qui ont été des vrais lieux d'hospitalité, sorte de proto-villes, comme le montre, comme en parle Michel Agier, comme le montrent les analyses des étudiants de Cyril Hanab, de Pérou, de Julien Belair, de mes étudiants de la Villette. Ce sont des espaces où il y a eu des nouvelles urbanités, où on a montré des intelligences constructives des habitants. Excusez-moi, je ne peux pas perdre de fil de ma pensée. Alors, comment reconnaître ces qualités dans ces architectures autres et les transposer en architecture et ville? C'est bien la question. Et là, comment on fait pour héberger les plus démunis? On propose un urbanisme camp prison des mousses pour les Roms, des camps de containers pour les migrants, des camps villes de réfugiés de l'UNHCR qui sont parfois, vraiment, on y va pour 5 ans, on y reste 35 ans, et quand on lit Un monde global de camps, les différents articles de Michel Agier, vraiment, on comprend bien que ce n'est pas un modèle d'urbanisme qu'il faut continuer. Et donc, quels seraient les modèles d'urbanisme d'hospitalité qui ne reposent plus sur des camps sécuritaires? Donc, en fait, je pense qu'il faut chercher une ville sur un urbanisme démocratique. Donc, c'est ce que propose Patrick Bouchain dans son article du Monde. Et donc, on doit faire avec ces oubliés, qui sont bien des citoyens mondes, et ne pas proposer des solutions urbaines régies uniquement par les mots règles, contrôle, ordre, place nette, sécurité. Voilà. J'avais une petite citation, mais je ne sais pas si vous me permettez de la lire, parce que je pense que c'est... Je suis palmée, il y a 8 jours, devant un campement de bohémiens qui s'était établi à Rouen. Voilà la 3e fois que j'en vois. Et toujours avec un nouveau plaisir. L'admirable, c'est qu'il excitait la haine des bourgeois, bien qu'inoffensifs comme des moutons. Je me suis fait très mal voir de la foule, en leur donnant quelques sols. Et j'ai entendu des jolis mots à la Prud'homme. Cette haine-là tient à quelque chose de très profond et de complexe. On la retrouve chez tous les gens d'ordre. C'est la haine qu'on porte aux bédouins, à l'hérétique, aux philosophes, aux solitaires, aux poètes. Et il y a de la peur dans cette haine. Moi, qui suis toujours pour les minorités, elle m'exaspère. Du jour où je ne serai plus indignée, je tomberai à plat comme une poupée à qui on retire son bâton. Gustave Flaubert, 12 juin 1878, 16. Moi, je trouve que ce serait intéressant qu'on entende peut-être la salle, qu'on ait une poursuite de... Il nous reste 10 minutes pour 10 cette table ronde, parce qu'on a commencé un peu en retard, mais il faut aussi... Moi, j'avais interpellé Michel Lussot, Michel Agier, tous les Michel de la salle, et du monde. Mais c'est peut-être en réaction. Mais... Non, ouais, Paul Citron ? Une rapide réaction, merci pour cette intervention, parce que il me semble, moi je vous rejoins complètement. Il y a un risque qui nous guette, mais tous perpétuellement, d'une marchandisation des espaces de liberté, des espaces où on peut se permettre d'expérimenter d'autres choses. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus se tromper de cible, dans la mesure où quand on oppose... en fait, pour moi, ça fait partie du même type d'opposition un peu stérile. Il y aurait l'urbanisme de friche bien parce que social, etc., et l'urbanisme de friche mal parce que gentrifieur ou culturel ou à destination des classes créatives. Je pense que là encore, il y a une continuité
il y a un continuum entre les deux, et sincèrement, entre des camps qui sont spontanés ou des camps qui sont organisés, je veux dire, à un moment, il y a des histoires morales de qui aimerait vivre ici. Quand on parle des grands voisins, je suis pas sûr que beaucoup de gens ici, même si les grands voisins, c'est peut-être un petit peu moins pire que d'autres espaces, je suis pas sûr que beaucoup de gens ici trouvent très confortables les conditions d'hébergement aux grands voisins. Et pourtant, voilà, il s'agit pas de jeter la pierre justement aux gens qui organisent. Il s'agit peut-être de voir un peu plus largement. De la même manière, je veux dire, aujourd'hui, dire que les artistes sont le fer de lance de la gentrification. Les artistes sont à la gentrification ce que les pets de vache sont au réchauffement climatique. C'est-à-dire, on est sur un micro-phénomène et on évite de voir le macro. Je veux dire, ce qui produit la gentrification, ce sont des politiques publiques à l'échelle nationale, c'est des leviers fiscaux très puissants qui se décident à Bercy. C'est pas 3 artistes qui décident d'occuper une friche et qui voilà. Oui, non, mais donc, mon propos n'était pas du tout celui-là. Mais d'autres réactions après. Oui. Voilà, juste pour terminer, un truc important, quand on verrait une sorte d'opposition entre un urbanisme transitoire institutionnel et un urbanisme transitoire qui serait en dehors des conventions donc non conventionnées, je pense que, il faut éviter d'opposer les deux, parce que si vous ajoutez les deux, par exemple en Île-de-France, on arrive péniblement à environ 100 000 mètres carrés occupés de manière formelle ou informelle, squattés ou en urbanisme transitoire, d'accord ? En Île-de-France, rien que si vous prenez le parc de bureaux, on a entre 3 et 4 millions de mètres carrés vides. Donc à un moment, opposer le formel et l'informel, ça empêche de regarder la partie immergée de l'iceberg qui est quand même nettement plus importante, qui est juste ces mètres carrés qui servent à rien. Je suis ravie, etc. Ça nous donne une réponse politique. Il y a 4 ou 5 millions de personnes mal logées, alors je ne sais pas combien en Île-de-France, occupons les bureaux. Je veux dire, vous donnez une réponse politique. Absolument. Je pense qu'il faut éviter... Donc je pense qu'il ne faut pas s'opposer, je pense qu'il faut trouver des solutions et qu'il n'y a pas de... On est humain et il faut... je pense que Michel Lussot, dans son introduction, l'a bien dit, c'est qu'il faut penser à tous les humains. Voilà. Et donc, mais malheureusement, certains mécanismes que certains promoteurs ont compris, ont chassé les plus pauvres. Je pense vraiment qu'il y a d'autres batailles à mener, qu'en ces temps d'élections européennes où il est de mise et à la mode de se mettre sur des listes différentes et rivales alors qu'on partage 99% des idées, essayons de ne pas commettre les mêmes erreurs que les erreurs de la gauche actuelle, et essayons peut-être de voir quand on va globalement dans la même direction, plutôt que de s'opposer entre nous et d'oublier où sont les vrais gisements. Une autre réaction de Stéphane Herpin et de Luc pour clore cette table ronde qui aura donc empêché Michel Lussot de s'endormir, et nous tous. On leur donne la parole. Oui, mais vous d'abord. Non, mais c'est vrai que moi, j'allais dans le même sens. Il faut rester extrêmement vigilant par rapport à tout ça. Parce je prends l'exemple de Marseille, je connais très peu celui de Paris, mais celui de Marseille, c'est typiquement, nous, architectes, urbanistes, sommes des outils clairement pour les politiques publiques, pour arriver à leur fin. Et leur fin, c'est avoir une ville où les populations les plus pauvres, les plus précaires, soient en dehors de la ville. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut rester vigilant, quoi. Je le dis parce que vous êtes depuis peu aussi à Marseille, si j'ai bien compris. On ne s'est pas encore croisé dans ce sens-là, mais voilà. Ouais. Moi, je voulais prendre un tout petit peu de hauteur parce que je comprends bien cette opposition. En plus, on est sur la scène, donc évidemment, il y a une mise en scène de ça. Il ne faut pas qu'on reste là-dessus. Je voulais juste comprendre. Paul Citron, donc mon collègue géographe, a parlé de friche temporelle. Et alors, je me posais la question. Moi, j'ai une vieille lune comme ça sur ces notions-là. J'ai parlé de ville malléable, et je pense qu'aujourd'hui, on devrait travailler sur de la haute qualité temporelle.
et notamment à travailler sur la polyvalence des espaces. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a une nouvelle fonction, ou une fonction pour une population venue d'ailleurs qui s'installe, il ne faut pas inventer un bâtiment célibataire en périphérie. Enfin, pour les migrants, on n'en invente pas puisqu'on a bien des difficultés à les loger. Donc je me pose la question, puisqu'il y a des responsables de ce bâtiment, est-ce que ici, par exemple, si je considère la nuit, ou le week-end, ou le dimanche, ou les vacances, on n'est pas dans une friche temporelle. Et là, je me dis, si c'est là ce que propose Paul Citron, cette idée de friche temporelle, là, on a quelque chose de vraiment intéressant, se dire chaque fois qu'on a un bâtiment, on travaille à ce qu'il puisse être utilisé, pour des questions aussi de ville sur la ville, qui puisse être utilisé à différents moments. Et je vous raconte juste, j'ai essayé de le faire, parce qu'il m'est arrivé de diriger un institut de géographie, et quand on a travaillé sur cette question-là, à un moment donné, mes étudiants disent, nous, on a fait un travail sur les SDF à Grenoble, puisque c'est de Grenoble dont il s'agit, et notamment des femmes SDF, est-ce qu'on peut pas tenter cette solution au sein de l'Institut? Et on a travaillé avec le personnel, avec autres. Donc l'idée, c'était au début 20, après c'était 5, d'accueillir 5 femmes le soir dans les bâtiments. Donc on a fait les devis, les douches, tout. Donc il y avait la présidence était d'accord, on a mis en place, il y avait un accompagnement le matin pour que ce soit pas, en gros la salle elle est vidée et puis on passe à autre chose. Il y avait un accompagnement vers un nouveau bâtiment. Enfin il y avait tout un travail. Et qu'est-ce qui a bloqué? Ça a été les normes. C'est-à-dire que pour pouvoir faire ça, on devait remettre des peintures, des nouvelles normes, des tailles de murs, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que entre une solution technique qui répond peut-être maladroitement à une des pistes que vous amenez sur la friche et le questionnement vers vous, on préfère être dans du très précaire, fragile, bricolé, que de réfléchir à une solution possible sur de la ville finie. Et je pense que même sur de la ville finie, on a de la friche spatio-temporelle ou temporelle. Mais c'est peut-être pas de ça dont vous parlez, mais moi ça me semble une belle clé pour travailler. Cyril, nous devons peut-être... 5 minutes. Bon. Le micro ? Il y avait des questions en tout cas. C'est plutôt des questionneurs. Enfin, moi, je voulais juste faire un petit témoignage par rapport à ce qui se passe à Marseille, parce qu'il y avait une question sur les friches. Enfin, je ne sais plus comment ils appelaient ça. C'était vendredi après-midi à la Belle de Mai. Alors, il y avait. Est-ce que la Belle de Mai a transformé le quartier? Finalement, peut-être pas tant que ça, et peut-être heureusement. Mais inversement, j'avais envie. Je leur opposais justement ce que vous faites aux aciéries, dans le squat des aciéries, où finalement il y a un lieu culturel qui a émergé des habitants. Et donc ce qu'on a fait ensemble, ce qu'on vous a accompagné à faire, et surtout avec les habitants, c'est que tout d'un coup il y a une salle de fête pour les Roms de Marseille qui a été générée par eux-mêmes, qui est même un lieu de production économique. Ils la font payer. Et ça a été une surprise. Ils nous l'avaient pas dit vraiment, et puis en fait on trouvait ça plutôt pas mal, quoi. En vrai, il ne faut pas trop en parler parce que vis-à-vis du propriétaire, c'est pas très réglo. Mais oui, en fait. Le représentant de l'État est parti là. Non, mais c'est quelque chose d'assez chouette qui a émergé de cette initiative où en effet. Mais c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois, c'est qu'on ne vient pas faire à la place d'eux, on vient juste donner un petit coup de main là où il faut pour améliorer ce qu'il y a d'améliorable. Et la salle que tes étudiants ont fait l'année dernière, elle va dans ce sens-là, c'est que lui, il avait cette envie de faire quelque chose de celui-là, et en fait juste d'apporter un petit peu de peinture, du mobilier, des éléments architecturaux qui viennent révéler un peu l'espace. Tout de suite, ça fait que c'est devenu the place to be à Marseille pour faire les mariages, ouais. Entre autres. Ouais. Mais tu sais bien, Cyril, quand tu m'avais demandé, Fiona, où est-ce que je peux intervenir avec mes étudiants en Ile-de-France sur la question des Roms, je t'ai mis sur mes contacts. Et aujourd'hui, c'est impossible. C'est-à-dire que les Roms, en Ile-de-France, il y a toujours quasiment le même nombre. On ne sait pas où ils sont. Tellement ils ont été chassés d'un endroit à un autre. Et en plus, avec les problèmes racistes qu'il y a eu récemment, ils sont planqués. C'est-à-dire que maintenant, Médecins du Monde, ils ont beaucoup de mal à travailler avec ces populations et à les soigner. Il y a des maladies extrêmement graves. Et les enfants, les mettre à l'école et tout ça, parce qu'un campement ne tient pas 15 jours. Et ils sont cachés presque comme... réellement cachés. Donc aujourd'hui, travailler, que ce soit avec mes étudiants ou les tiens, sur l'Île-de-France, sur la question des Roms, on pouvait le faire il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est impossible. Parce que ils sont devenus invisibles. Et c'est bien la politique qui a été voulue, les rendre invisibles.
Après, il y a une question de courage de la part des politiques qui revient toujours. Hein. Nous, on s'est retrouvés vraiment au croisement avec une préfète à l'égalité des chances qui arrive à ce moment-là et qui a fait en sorte d'arrêter d'expulser s'il n'y avait pas de raison d'expulser, en se mettant la mairie et la métropole à dos. Et voilà, après, c'est ça. C'est politique, totalement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je pense qu'elles se poseront à la pause, voilà, directement entre intervenants. Je vous remercie beaucoup. Et je passe le micro à mon successeur. Donc, bonjour, je m'appelle François Ménard, je travaille au PUCA, plan urbanisme, construction, architecture. Donc, je ne représente pas l'État, mais je travaille pour l'État, au sein de l'État. Et donc, on m'a demandé d'animer cette quatrième et dernière table ronde, ce qui est un challenge triplement compliqué pour moi, parce que je n'ai pas assisté aux échanges de la matinée. Et donc, j'ai l'impression que beaucoup de choses ont déjà été dites et qu'il va être difficile de ne pas redire certaines choses qui l'ont été. Deuxième difficulté pour moi, je travaille dans un bureau d'une tour de la Défense, de la Grande Arche, et donc mon rapport au terrain, mon rapport à l'action politique, à la création ou à l'action militante est un petit peu lointain par rapport aux différentes personnes qui ont pu intervenir et qui vont intervenir à cette table ronde. Enfin, le thème de cette dernière table ronde, conjuguer accueil des précaires, architecture, écologie et émancipation sociale, comment faire, est aussi extrêmement difficile, mais là, en fait, la charge est partagée avec nos invités. Alors, j'avais préparé un petit texte introductif dont je me demandais s'il fallait que je le prononce ou pas, parce que finalement ça dit des choses assez convenues, mais tant pis, je le dis, puis après je lancerai la parole, je la passerai aux participants pour des interventions un peu courtes, qu'on puisse un peu échanger aussi entre nous. Donc on est sur la ville accueillante, conjugué accueil des précaires, architecture, écologie, émancipation sociale. L'accueil des précaires, ça est une évidence que j'ai prononcée, ne doit pas se faire dans la précarité, même si c'est souvent malheureusement le cas. Pour autant, cette condition, celle de précaire, en logement, en revenu ou en droit, parce qu'elle est transitoire, parce que nous la souhaitons comme telle, ne peut-elle pas faire l'objet, pour son accueil et son accompagnement, d'une réflexion sur ses modalités spécifiques? Quelle forme matérielle, quelle spatialité interne et externe, ses agencements, sa localisation? Quelles dispositions fonctionnelles sont-elles envisageables qui évitent l'institutionnalisation et l'assujettissement de celles et ceux qui sont accueillis dans les lieux qui leur sont dévolus, et qui, au contraire, leur permettent d'y trouver des prises et des ressources individuellement et collectivement? Mieux encore, est-il possible, et dans ce cas comment, imaginer des lieux à la fois hospitaliers mais laissant libres de circuler, dépositaires d'une forme de sollicitude publique sans être paternalistes ou maternants, permettant le souci de soi et le projet collectif, le réancrage et la mobilité? Mais plus loin encore, au-delà des lieux, ne peut-on pas faire des crises particulières des causes communes? Et c'est un petit peu vers ça que j'aimerais que nous puissions discuter. Si la transition écologique et la crise migratoire, entre guillemets, ont pour élément commun de leur origine une certaine forme d'accaparement des ressources, ne peut-on pas, du côté des réponses à apporter, former des alliances inverses, architecture économe et faible coût d'exploitation, légèreté des structures et nomadisme social, agriculture urbaine et subsistance, mais sous quelle forme concrète, avec quels bénéfices croisés, mais aussi avec quel risque de brouillage au regard de la sphère de légitimité de ceux qui les portent? Et j'avais envie de commencer la discussion en passant la parole à Michael Neumann, donc qui travaille au CRACH. Enfin, il y aura peut-être un mot de ce que c'est Médecins sans frontières. À partir finalement du cœur de l'activité de Médecins sans frontières, ce sont les situations d'urgence qui poussent souvent à agir, et c'est l'urgence qui légitime qu'on s'affranchisse du droit commun pour secourir ou pour mettre à l'abri. Pour autant, et vous l'avez déjà évoqué dans un certain nombre d'articles, à s'en tenir à cette seule logique, à ces seuls considérants pratiques, on compromet le succès même de l'accueil. Alors, est-ce que le provisoire est condamné au précaire ? N'y a-t-il pas d'autres manières de voir, d'autres possibilités d'agir permettant de combiner le court terme et le long terme, la mise à l'abri, le séjour, et finalement d'autres manières d'être au monde, d'être dans la ville, d'agir? Et j'avais envie de vous dire,
tout ça un peu concrètement. C'est-à-dire qu'on peut aussi facilement se payer de mots en la matière et de transformer nos désirs, nos aspirations, nos fantasmes politiques en les projetant sur des réalités qui ont un petit peu du mal à les incarner. Bonjour à tous et merci beaucoup pour la question. Alors si j'étais vous, en public, je me demanderais pourquoi est-ce qu'un gars de MSF vient discuter de précarité, architecture, écologie, émancipation sociale, et peut-être que c'est de ça dont je vais parler, essayer de reconstituer ce lien qui n'a intuitivement rien d'évident. Alors, on m'invite à expliciter un peu ce que je fais ou ce qu'est le crash. Je vais le faire très, très rapidement. Donc, je travaille effectivement à Médecins sans frontières depuis longtemps maintenant. Et depuis quelques années, j'agis au sein de ce qui est le centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires de Médecins sans frontières, qu'on peut définir rapidement comme étant un think tank interne, un petit organe de réflexion critique qui mène des activités de recherche et de conseil auprès de l'association. Et dans ce cadre-là, depuis plusieurs années maintenant, pour des raisons à la fois liées à mon activité au sein de MSF et pour des raisons liées à mon engagement personnel, je travaille beaucoup en soutien aux projets auprès des migrants que MSF a développé en particulier depuis 2015. Dans le nord de la France, à Paris, comme on l'a vu ce matin avec Corinne Thor, notre chef de mission, et puis ailleurs, en Grèce, ou aujourd'hui en Libye et au Niger. Il ne va pas être beaucoup question ici ni de Libye ni du Niger, on l'aura deviné, mais plutôt d'essayer de voir comment est-ce que on en est venu. Alors c'est un on un petit peu indéterminé, c'est on moi, on l'institution. Les deux se recoupent pas entièrement. Je reviendrai un petit peu sur ces tensions. À s'intéresser à l'accueil des migrants dans une ville, par exemple, comme celle de Grande-Synthe ou à Paris aujourd'hui. Alors, il se trouve que j'ai collaboré depuis un petit moment à la réflexion, alors de manière assez peu présente, mais quand même, à la réflexion autour de la ville accueillante, sous l'impulsion de Cyril, parce qu'il m'a semblé qu'il était très important pour nous étant cette fois-ci Médecins sans frontières, de réfléchir à l'accueil au-delà de la manière avec laquelle on envisageait l'accueil depuis finalement longtemps à MSF, dans une logique de travail au sein des camps de réfugiés, par exemple, ou des camps de déplacés. MSF ne construit pas de camps, ou très peu. MSF construit assez peu d'habitats. Il nous est arrivé beaucoup de distribuer des tentes, de construire quelques abris en bâche plastique, en plastic sheeting dans le jargon. Pour autant, on se livre assez peu à des planifications urbaines ou pas du tout. Et quand on fait de l'architecture, et j'ai une collègue architecte dans la salle, c'est beaucoup pour travailler sur des lieux de soins, des hôpitaux, des centres de santé. Et lorsque on a fait connaissance avec Grande-Synthe à la fin de l'année 2015, on a dû convenir que, à l'époque avec le maire de la ville et un certain nombre d'autres associations, qu'il fallait faire autre chose. Autre chose que ce qu'on faisait, qui était devenu très insatisfaisant pour améliorer de manière significative la situation de ces gens, et donc de franchir le pas, de construire un camp. Encore une fois, en étant dénué d'expérience très solide en la matière, le camp qu'on a construit, il a d'abord été pensé comme une intervention d'urgence destinée à héberger rapidement des gens pour les aider à passer l'hiver dans des conditions meilleures. Sans tellement de réflexion de type urbaine, c'est-à-dire de l'intégration de ces gens avec leur environnement, sans non plus tellement de réflexion sur la durabilité du bâti ou sur l'intemporalité du séjour des gens qui allaient être accueillis au sein de ce camp, au sein de ce centre, au sein de cet endroit. La trajectoire du camp de la Linière à Grande-Synthe a été ce qu'elle a été. Il a vécu 1 an, il a
détruit par un incendie en avril 2017, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Mais cette histoire qui est finalement très liée, avec laquelle MSF est très liée, il se trouve que MSF, on est parti très rapidement. MSF a construit le camp et puis MSF est parti. En laissant la gestion à d'autres, en laissant la maintenance à d'autres, en laissant les ennuis à d'autres. Et je parle d'ennuis parce que précisément une des raisons pour lesquelles on n'a sans doute pas souhaité s'y investir, c'est parce qu'on pressentait que ça allait pas bien se passer, et en tout cas, on pressentait que on voulait pas prendre le risque de se retrouver mêlé à tous les soucis qui probablement, inéluctablement, allaient se poser. Donc c'est peut-être un peu par lâcheté aussi qu'on a pris cette décision. Et donc la réflexion sur la ville accueillante, elle intervient plus tard. La mienne en tout cas. Elle intervient une fois qu'MSF est déjà parti. Elle intervient une fois qu'on n'est plus là et que je me dis quand même c'est dommage, on est passé à côté de quelque chose. Et on est passé à côté de quelque chose parce que précisément ces situations, elles perdurent, elles se multiplient, que nous sommes un acteur de la société civile en France, en Europe, qu'on a des compétences techniques à faire valoir, qu'on a aussi des compétences réflexives à faire valoir et qu'il est dommage de ne pas les partager et de ne pas aussi tenter d'apprendre des uns et des autres. D'où finalement l'idée de s'associer à ces projets pour tenter de voir. Et on a commencé si on a franchi le pas de l'hébergement, je finirai par là dans la deuxième partie de la Mission France, celle dont Corinne vous a parlé ce matin, c'est bien en tirant partiellement des leçons de ce qu'on avait fait à la Linière. Même si les situations sont très différentes, l'idée de l'accompagnement sur le long terme des gens auxquels on pense, où on a l'ambition de fournir des services, elle nous paraît aujourd'hui tomber bien plus sous le sens que c'était le cas il y a bientôt 4 ans. Merci. Il y a derrière ce que vous venez d'évoquer, il y a un peu l'idée que la conception de l'accueil gagne à venir s'intégrer à d'autres logiques, non seulement d'intervention, mais finalement d'autres formes de présence d'acteurs dans l'espace urbain, de façon, en quelque sorte, à banaliser, au lieu d'exorbiter cette situation, je ne parle pas de la situation géographique, mais cette condition du camp ou du campement. Ça invite finalement à penser des formes de relations, d'articulation entre ces dynamiques-là et d'autres initiatives, d'autres dynamiques. Et moi, je voulais passer la parole à Karine Petit, donc, qui est maire du 14e arrondissement. Donc, comment, dans une métropole comme Paris, à l'échelle d'un arrondissement comme le 14e, on arrive à conjuguer l'accueil de populations précaires, exilées, réfugiés, migrants, mais pas seulement, avec d'autres initiatives liées aux transformations de la ville et du quartier. Alors, on pense, et ça a déjà été évoqué, aux grands voisins, mais pas seulement. J'imagine qu'il y a des initiatives moins spectaculaires ou des expériences moins visibles. Quelles leçons vous avez tirées finalement de ce qui s'est passé ces dernières années aux Grands Voisins ou ailleurs dans le 14e arrondissement sur les possibilités, les conditions de ces articulations entre accueil des publics précaires et autres formes de transformation et d'instabilité dans la ville? En écoutant les intervenants qui nous ont précédés, j'étais assise à côté de Nicolas, comme là maintenant d'ailleurs, et je lui ai raconté que la semaine dernière, on était invité à l'Institut suédois par, d'ailleurs il y avait Paul aussi, de Plateau Urbain, par la ville de Malmö, qui voulait savoir comment... quelles étaient les bonnes fées, qu'est-ce qui permettait les grands voisins pour qu'ils puissent s'en inspirer ou le reproduire. Et du coup, à un moment donné, ils nous ont dit que, du coup, forcément, comme on avait, en tant qu'élus, réalisé quelque chose qui visiblement est super, porte plein de sens, fait sens et a produit des résultats, et peut-être à modifier quelques lignes, eh bien, forcément, du coup, on serait réélu. Parce qu'ils nous demandaient
quand est-ce que seraient les prochaines municipales, etc. On s'est dit, je sais pas, bon, on ne sait pas en fait si on va être élu grâce ou à cause des grands voisins, parce que la semaine nous a montré que, en fait, d'assumer politiquement la ville, ou en tout cas des territoires, parce que je pense que ça ne se pose pas forcément qu'en ville, où ça se pose différemment ailleurs que dans une ville dense ou dans une ville capitale mondiale. C'est une lutte en fait de tous les jours, parce que je racontais ce matin que les mêmes l'AP-HP et puis la préfecture de l'autre côté de la place d'Enfer Rochereau, donc à 752 mètres des grands voisins, très précisément, l'AP-HP ferme son site donc de santé publique. Et il va être vide pendant 1 an à peu près, parce qu'on va y installer le commissariat qui va lui-même avoir des travaux, bon bref. Et on apprend dans les journaux que la PHP a décidé d'y mettre, je cite dans le journal, des migrants et des SDF. Alors, des migrants et des SDF. Tout ce qu'il faut absolument combattre et expliquer démocratiquement et politiquement tous les jours sur le fait que il faut faire autrement, différemment, autrement. Alors du coup, moi, en tant qu'élu local, je pense que c'est quelque chose, enfin je le pense politiquement que par rapport à tout ce qui a été dit sur la crise climatique, la crise sociale, la crise politique, la crise économique, l'accaparement, enfin des richesses, de la production des richesses aussi par une toute petite minorité et par rapport aux conséquences que ça a sur une très grande majorité des habitants de cette planète. Je me dis de plus en plus, revenons à des choses très fondamentales qui sont les droits de l'homme et comment on essaye de les faire respecter, progresser là où on est, en fait. Voilà, là où on habite. Alors, qu'on soit boulanger, qu'on soit bailleur social, qu'on soit maire ou qu'on soit élu, voilà, ou qu'on soit policier, j'en sais rien, peu importe, architecte, bref. Donc, en fait, moi, je reviens à des choses en ce moment d'une très grande simplicité, les droits de l'homme, et puis comment on fait. Donc, accueil des précaires, donc c'est d'abord de l'assumer, c'est-à-dire que l'accueil des précaires, c'est d'abord de l'assumer et puis de le poser comme un variant. C'est ce qu'on a appris c'est le mot qu'on a trouvé quand on commençait à parler du quartier Saint-Vincent-de-Paul et de sa phase temporaire et ensuite de la définition du futur quartier. Et donc on a dit, nous c'est comme ça, on est à d'Enfer Rochereau, on est dans un des quartiers les plus chers de Paris au mètre carré, et donc on l'assume. Alors du coup, c'était dans les invariants et il pouvait y avoir 1100 ou 140 000 habitants qui nous auraient dit il ne faut pas faire comme ça, eh bien nous l'aurions assumé, quitte à perdre aux prochaines élections. Donc ça, je le saurai l'année prochaine. Et après, je me dis aussi qu'il faut montrer là aussi différents acteurs économiques, différents acteurs sociaux, différents acteurs politiques, publics, et puis aussi des habitants et des citoyens. Il faut montrer peut-être le coût caché ou celui dont on ne parle jamais, parce qu'on est encore dans cette logique politique-là, de dire
qu'il faut choisir entre des services publics ou des biens communs et des baisses d'impôts ou des augmentations d'impôts, que les déficits publics se creusent, que les dettes explosent, eh bien, je pense que c'est bien aussi de temps en temps quantifier et qualifier aussi ce que ça coûte à la société, à un citoyen, à un contribuable, à un promoteur, à un banquier, le fait de ne pas respecter des droits de l'homme fondamentaux, c'est-à-dire d'être logé, d'avoir accès à l'éducation, accès à la santé, accès à une alimentation, ce que ça induit aussi comme coût à la société de manière générale. Et ensuite, sur l'architecture et enfin sur comment ça se traduit ensuite dans la ville, eh bien, une fois qu'on a, moi je pense, en tant que là, encore une fois, élu, une fois qu'on a défini ces objectifs de qui devait essayer de vivre, parce que je crois aussi que beaucoup, c'est pas un kiff absolu de vivre ensemble, hein. Le côté on vit ensemble tout le temps, on doit vivre, enfin c'est tellement génial de vivre ensemble, non, en fait on vit ensemble mais avec les autres, enfin il y a quand même un truc où on est toujours un peu dans nos propres voilà, contradictions. Du coup, je pense qu'une fois qu'on a posé et qu'on a défini une sorte de cahier des charges, bien, c'est bien aussi de faire confiance à ceux qui, dont là où il y a les compétences, le savoir-faire, l'imagination, la créativité, et puis aussi donc à l'architecte, à l'urbaniste, au paysagiste, au travail, à l'équipe sociale, aux artistes, bref, à tous ceux qui après vont matérialiser et rendre possible cet objectif politique. Merci. Finalement, vous revenez un petit peu sur ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'on sort de la logique, on va dire, de l'hôpital, qui n'est pas la logique de l'hospitalité, c'est-à-dire celle qui consiste à organiser matériellement un espace pour permettre l'intervention des médecins sur des problèmes qui sont évalués en fonction de leur pathologie. Donc, si on sort de cette logique-là, pour autant, finalement, tout mêler, tout mélanger dans une espèce de vision un petit peu irénique du vivre ensemble, c'est pas satisfaisant non plus. Il faudrait permettre à la fois des interventions spécifiques alors pas forcément de sachants, mais d'acteurs engagés sur des problèmes précis, et tout en gardant ouvert finalement les espaces, les relations, etc. Alors du coup, dans un espace comme les Grands Voisins, Aurore Rapin, comment vous avez eu l'idée, comment vous avez réussi à faire coexister de l'hébergement sous des modalités qui finalement étaient assez classiques, avec une intégration, comment vous avez réussi à intégrer cette démarche-là dans un espace où intervenaient d'autres acteurs qui, a priori, étaient à milieu de ces préoccupations-là. Mais est-ce qu'ils étaient vraiment à milieu ? Je ne sais pas si je vais beaucoup parler des Grands Voisins, parce que c'est côté spectaculaire, ça commence à... mais en tout cas, on s'est posé des questions de situation très concrètes et très réelles. Du coup, la ville accueillante, concrètement, ça veut dire quoi ? Quand on accueille quelqu'un, on demande quoi ? Bonjour, sourire, comment ça va ? Est-ce que tu as fait bon voyage ? Est-ce que tu veux boire quelque chose ? Est-ce que tu as faim ? Des choses un peu basiques et concrètes. Et du coup, on s'est demandé aux Grands Voisins sur l'hôpital, comment on pouvait faire pour faire que les personnes qui étaient déjà là se sentent partie prenante du projet, de ce projet, enfin en tout cas de cette situation qui allait être la nôtre et qui allait être commune pendant ces 2 ans au début, et puis là maintenant ça fait 4 ans et quelques. Comment on pouvait en accueillir d'autres aussi.
Donc on n'a pas vraiment eu l'idée, ça a été un peu un alignement de planètes entre à la fois des collectivités territoriales, la mairie du 14 notamment, l'existence d'acteurs comme Plateau Urbain, nous, l'ouverture d'esprit de l'association Aurore en face, enfin il y a eu une espèce de d'alignement de planètes qui a fait que la situation elle était possible, quoi. La PHP qui était OK pour filer les clés à des acteurs de la société civile, quoi. Et ensuite c'était tous les jours, donc comment le bar, on va se débrouiller pour à la fois rentrer dans nos clous et puis être capable de nous aussi vivre et manger, et comment on fait pour que les personnes qui sont les plus en difficulté puissent venir. Peut-être on va mettre des cafés prix libres, un micro-ondes, peut-être qu'on va faire une programmation qui sera gratuite, donc on trouve d'autres moyens de financer la prog en faisant payer des tickets d'entrée. Et ça sur tous les petits endroits de micro-projets ou toutes les petites situations qui pouvaient fabriquer du commun entre toutes ces personnes-là, quoi. Donc à la fois les riverains, à la fois les visiteurs du Grand Paris, là, et à la fois les personnes qui étaient là. J'aimais bien ce que Paul disait à la table précédente là, sur l'absence d'opposition entre urbanisme temporaire et urbanisme tout court. Enfin, moi, j'y ai jamais vu de sens, en tout cas dans la pratique qu'on a au quotidien. Enfin, moi, j'ai l'impression de faire de l'urbanisme quand j'habite et je travaille au Grand Voisin, ou quand je contribue à fabriquer les GROU ou d'autres espaces et projets sur lesquels on travaille. Parce que pour moi, l'urbanisme, c'est comment on arrive à mettre en place et en espace la manière dont on choisit de vivre les uns à côté des autres. Et du coup, nous, Yes We Camp, je pense qu'on essaie de se battre contre la stratégie de l'éloignement ou la stratégie de la grille qui divise complètement les espaces. On travaille vraiment sur de la cohabitation ou de la coprésence de mondes qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer. Mais du coup, on voit bien dans ce que vous décrivez ce que le dispositif, l'urbanisme transitoire et finalement la relative plasticité du lieu, de sa programmation permet de faire pour l'accueil. Cette présence d'un espace d'hébergement, qu'est-ce qu'il apporte aux autres acteurs présents sur le lieu ? Je pense qu'il y a beaucoup de structures qui bossent dans l'ESS, par exemple. Donc ça leur rend... ça évite de rester sur des mots, quoi. Donc ça veut dire quoi ? Travailler avec une personne qui n'a pas la même culture, qui n'a pas les mêmes backgrounds sociaux, enfin qui n'a pas la même vie que soi. Ça veut dire quoi ? Habiter à côté de gens qui n'ont même pas les moyens de travailler, en fait, parce qu'ils n'ont pas le droit. Comment on fait pour trouver des choses un peu comme ça qui font que ils vont pouvoir monter leur petits bises sur le projet aussi. Enfin, ça évite d'être dans la théorie, quoi. Ça essaye de trouver des solutions réelles, quoi, existantes, qui sont pas derrière des grands mots et des grandes choses qui veulent tout et rien dire à la fois, quoi. Donc, je pense que ça a permis aussi de générer de l'engagement politique de la part de tous les acteurs qui ont eu leur structure sur le site. Enfin, je doute que les 250 structures associatives entrepreneuriales qui étaient installées au Grand Voisin, elles en sont reparties sans avoir été au moins un petit peu touchées, donc je ne sais pas ce qu'elles vont en faire. Mais en tout cas, moi, radicalement, ça a contribué à radicaliser les positions que je pouvais avoir, et j'imagine que chez d'autres, c'était similaire. J'espère que tous les bénévoles qui nous ont accompagnés, qui ont travaillé et vécu le site au quotidien, ont été touchés. Donc je pense qu'on a agi sur un levier qui est de l'ordre des tripes et du ventre par ce partage de ces lieux-là, quoi. Avec même du coup L'Oréal qui vient... n'aurait pas pu opérer sans cette proximité, cette coprésence, sans cette situation où on partage vraiment, concrètement, les choses, et où on se pose la question, oui, alors à quelle heure on arrête le son, à quelle heure... et c'est que ça, quoi. Et la solution facile, c'est on éloigne, on met une grille qui fait que ça passe pas. Et nous, on se dit que ça, c'est peut-être assez pauvre et assez triste dans la manière dont les hommes dont on peut habiter sur Terre. Donc du coup, on essaye de voir comment on peut trouver des choses qui fabriquent autre chose, quoi. Donc il y a tout un tas de manières et autant de situations et de personnes qui pourront trouver des réponses à ces questions-là. Mais en tout cas, faut pas avoir peur de la confrontation. Je pense que la peur de la confrontation, c'est ce qui nourrit justement cette ville qui est inhospitalière. Parce que bien sûr, c'est pas facile, en fait. C'est hyper difficile même. Mais il faut pas peur. Enfin, ces difficultés, elles font que une fois que c'est transformé, il y a une richesse
une richesse de ce qui a été appris ou une richesse de partage qui est beaucoup plus forte que quand on a vécu dans son petit coin sans croiser personne de différent, quoi. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu du tout à votre question. Si, tout à fait, même au-delà. Nicolas Delon, donc vous êtes architecte et avec votre agence Encore Heureux, vous êtes connu pour avoir conçu des espaces à vocation très diversifiée, mais qui étaient soit temporaires, soit réversibles, certains destinés à des publics de passage, de visiteurs, parfois des publics précaires, d'autres beaucoup plus chics. Comment vous arrivez à combiner ça? Finalement, vous avez des projets un peu séparés ou vous essayez malgré tout de finalement nourrir ces différentes approches les unes par les autres? Et bon, je pense à votre contribution à ce projet de réfectoire sous la Madeleine. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous diriez sur un peu ce qu'il faut éviter de faire ou ce qu'on peut faire? Enfin, qu'est-ce qui est possible aujourd'hui de faire dans les rapprochements entre ces différentes logiques-là? Alors, la première chose pour pouvoir faire des rapprochements, c'est se confronter au réel. Et je pense que une des spécificités de notre métier d'architecte, c'est d'être dans le réel et aussi des fois à côté du réel. Parce qu'on a des moments de... J'en connais beaucoup qui sont comme ça. Voilà. Mais malgré tout, on se situe quand même et on est face à des situations. Nous, depuis le début, ce qui nous a intéressé dans ce métier-là, c'est son aspect généraliste. C'est de considérer qu'on est dans une société de spécialistes où pour des questions marchandes et de contrôle, on a séparé chaque métier sur des périmètres très resserrés qui permet aussi d'éviter que des personnes aient la totalité de l'information. Et nous, il se trouve que par l'histoire de notre métier, on est en lien avec un élu le matin et puis sur un chantier avec un sans-papier qui coule une dalle de béton l'après-midi. Et ça, c'est notre quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui nous nourrit très fortement et qui nous engage aussi à nous poser des véritables questions. Et la question que vous posez aujourd'hui sur cette journée est celle-là de l'accueil. En relisant même la phrase qui est derrière moi, on pourrait se demander qui sont ces précaires, parce que les gens que Luc Gladinski va voir sur les ronds-points et les gilets jaunes sont aussi des formes de précaires. Les classes créatives qui gagnent 450 € par mois sont aussi des précaires. Donc en fait, on pourrait élargir. Et les étudiants stagiaires qui sont dans voilà, cette salle aussi. Les étudiants stagiaires, les personnes en fin de droit, les personnes éloignées de l'emploi, on pourrait faire la liste comme ça sans fin de cette précarité. Et nous-mêmes, architectes aussi, beaucoup d'architectes sont d'une grande précarité également. Donc ça, c'est important aussi de se positionner là-dessus. Par rapport aux mots qui sont présents dans cette phrase-là, il y a la question d'écologie, donc de cette crise globale climatique, des ressources également, cette fameuse fin du monde qui vraiment là commence à être de plus en plus visible. Ça, on commence à être nombreux à le partager. Il y a cette fin du mois qui est cette crise sociale et politique et de répartition des richesses qui là aussi est apparue. Certains l'avaient anticipé, certains sont présents dans la salle aussi et l'avaient senti venir. Et puis on pourrait parler de la fin de la journée. C'est-à-dire, c'est les personnes qui, le soir, ne savent pas si elles vont pouvoir dormir à un endroit. Donc, on pourrait rajouter cette fin encore plus courte. C'est des échelles de temps, fin du monde, fin du mois, fin de la journée. Et là, aujourd'hui, peut-être le sujet, c'est ça, quand Fiona Meadows parle de ces destructions très violentes. J'en ai vécu une, pour ma part, dans l'Essonne, d'un camp à Grigny. Voilà, on est vraiment dans la fin de la journée qui s'arrête et qui se détruit. Donc ça, c'était une première... réflexion que je voulais vous partager. La deuxième réflexion, ça serait à quelle échelle se situe l'accueil ? Est-ce que l'échelle de l'accueil est ce dont Aurore Rapin parlait, le bonjour, le verre d'eau, etc. Est-ce que c'est la ville ? Ça fait peur aussi de penser à une ville accueillante. Est-ce que c'est une somme d'architecture qui devienne accueillante ? Est-ce que c'est l'architecture elle-même qui est accueillante ? Est-ce que c'est la façade du bâtiment qui est accueillante ? Est-ce que c'est le hall d'immeuble ? Donc on pourrait aussi essayer de qualifier, de trouver l'échelle. Tout à l'heure on parlait des 50 personnes. Quelle serait l'échelle en mètres carrés de l'accueil ? Donc ça serait aussi une autre question qu'on pourrait se poser. Et on le voit bien sur les exemples qui ont été pris, avec MSF notamment, sur cette organisation entre une puissance privée qui a pris tout pouvoir, ça il faut quand même se le dire et se le répéter, parce qu'on est dans un monde qui a décidé que le rapport entre le prix, le coût et la valeur était très particulier. Quel est le coût caché d'actions qui ont un prix bas, c'est redoutable. Acheter un objet qui a été fait à l'autre bout du monde, fait par des enfants, ben voilà, son prix il est bas, mais son coût il est très élevé. Et sa valeur, elle est négative. Parce que la valeur, c'est plus... on peut en discuter, qu'est-ce qu'il y a de la valeur. Mais, voilà. Donc moi je pense qu'il faut aussi toujours regarder ces trois mots-là. Et donc il y a ces acteurs privés, ces acteurs publics,
cette puissance publique qui des fois perd sa puissance, on pourrait dire, ou qui se questionne, est-ce que j'ai de la puissance, et le troisième acteur qui serait une société civile représentée largement ici aujourd'hui, que ce soit le monde associatif, les ONG, l'ESS, et on sent que quelque chose se joue dans ce trio-là et dans ce pivot et de ce que certains appellent les communs, et qu'il faut peut-être qu'on remette au cœur de nos préoccupations. Enfin, 2 derniers points, si vous me permettez. La contradiction, je pense qu'il faut accepter que nous sommes constamment et de manière très très violente, et je le vois à la fois pour les jeunes architectes, pour les étudiants, et même pour les plus anciens d'entre nous, face à des contradictions. Et donc face à cette intense contradiction, on est soit dans le déni, soit dans la tristesse, soit dans la colère, soit dans le fait de dire la petite échelle et ce fameux colibri où certains disent en fait il sert à rien, et d'autres disent il sert à tout. Bon voilà, donc considérer, accepter la contradiction. Quand on travaille avec les migrants qui traversent la Méditerranée, on est dans une contradiction évidente à tout un tas de niveaux, et donc il faut qu'on arrive à se positionner dans cette contradiction. Alors comment vous positionnez-vous? Alors nous on se positionne dans les situations, c'est-à-dire qu'on pense que le réel nous parle, les lieux nous parlent, la matière nous parle, les situations, les gens que nous rencontrons, c'est presque eux qui ont la suite. Voilà, et donc c'est aussi une position d'architecte dans une très grande modestie, un architecte qui passe de l'intention à l'attention, c'est-à-dire que c'est pas lui qui va dessiner sur une page blanche la ville rêvée, ça on n'y croit absolument pas, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, mais on a tiré un trait dessus depuis très longtemps. Voilà, nous on pense que c'est plus organique, c'est plus difficile, il faut être plus courageux, il faut aussi s'entourer d'amis, donc je pense qu'on a besoin aussi d'attention de beaucoup de gens, accepter de définir des lignes rouges, mais accepter qu'on n'est pas obligé de tout partager pour travailler ensemble. Ça, je pense que sur ces sujets-là, c'est très important, parce que sinon c'est trop facile de trouver ce qui nous sépare plutôt que ce qui nous réunit. Donc nous, on essaie d'y répondre sur des situations identifiées, de nature différente. On travaille sur un très grand projet à Mayotte pour construire un lycée des métiers du bâtiment, pour essayer d'offrir un avenir à des milliers de jeunes comme ça qui sortent tous les ans des études et qui n'ont pas de métier, et à la fois une île qui grouille de ressources mais totalement inexploitée, notamment des ressources naturelles comme la terre ou les matières végétales. Et donc on se dit, voilà, à cet endroit-là, on va pouvoir essayer de travailler quelque chose. Au réfectorio dont vous parliez, sous l'église de la Madeleine, qui est un réfectoire social monté par un chef cuistot italien, Massimo Bottura, on se retrouve à travailler sur la qualité de l'espace, de dire que en fait une soupe populaire, ça peut être un endroit très beau. Voilà, il ne faut pas grand-chose, il ne faut pas un gros budget, il faut juste un peu d'envie, d'énergie, d'intelligence et de volonté. Voilà. Donc on va dire que c'est des très grands écarts, mais on essaie de naviguer avec beaucoup de questionnements aussi. Et le travail sur les lieux infinis que nous avons mené était l'idée, notamment pour la Biennale d'architecture de Venise, était l'idée de dire... considérons que les ressources sont là, considérons que nous avons les capacités collectives, mais considérons qu'il y a quand même un monde qui va dans une autre direction et qu'on ne peut pas tout accepter. Donc c'est à la fois une volonté de radicalisation. Moi je pense qu'on est quand même obligé de récupérer ce mot-là, parce qu'il ne faut pas le laisser aux adversaires. Et une fois qu'on se radicalise, on essaie d'être plus juste. La justice et la justesse. Voilà. Nous, notre métier, c'est un peu celui-là, c'est essayer de combiner la forme et le fond, l'enveloppe et ce qui s'y passe. Voilà. Essayer d'être plus juste. Comment on arrive à évaluer finalement les conséquences de ce qu'on fait aujourd'hui dans cet esprit justement de justice? C'est-à-dire comment aujourd'hui, au-delà des expériences particulières, à l'échelle d'une ville, d'une agglomération, bien on mesure tout ça, et comment on agit, on réoriente en apprenant aussi de ce qui a été fait. Parce que quand on pose aujourd'hui la question de la ville accueillante, et quand on s'intéresse à la manière de conjuguer accueil, des précaires, architecture, écologie, voilà, on le fait comme si d'un seul coup la question nous était posée, mais ça fait un moment que la question de l'urgence écologique s'est imposée à nous, ça fait un moment que... des flux de migrants arrivent, et que l'histoire migratoire même, enfin de l'Europe est beaucoup plus ancienne. Donc on ne part pas de rien. On a des villes qui sont un petit peu sédimentées, qui ont même sédimenté des politiques publiques. Et dans une agglomération comme Nantes, donc vous êtes élu à Nantes et élu dans le quartier de l'Erdre. Nantes est une ville très, très active,
par ces politiques publiques, mais aussi par ces mouvements militants, contestataires. Comment on fait droit à tout ça et comment, en tant qu'élu, vous arrivez à tisser, à conjuguer ces initiatives-là à partir de l'expérience que vous avez aujourd'hui? Merci pour cette question. Ça, c'est difficile. Comme... Déjà, merci pour l'invitation. Moi, je voulais déjà vous dire que je vais avoir beaucoup de mal à vous parler d'aménagement ou d'urbanisme parce que je ne suis pas du tout élue ni au bâti ni à l'urbanisme. Je suis élue sur les questions de santé environnementale. Ceci dit, ça a été dit tout à l'heure, là, on est quand même... La question principale, c'est la question des personnes. Et pour quel type de personnes on va pouvoir aménager la ville autrement. Donc moi, ce qui m'importe dans ma délégation, c'est de laisser personne sur le bord du chemin, de ne pas faire de distinction, de ne pas faire de clivage. Et puis alors sans essayer de faire on est tous beaux, on est tous gentils, c'est pas ça la question, mais oui, retourner aux fondamentaux. Je crois qu'on est dans une période d'extrême confusion, y compris sur le sens des mots. Je pense que c'est voulu d'ailleurs, hein. On est dans une période de perversion des mots où on n'arrive même plus à avoir un vocabulaire commun et à exprimer des choses communes. Donc retrouver nos fondamentaux et nos valeurs fondamentales, ça me paraît la question essentielle. Après, le thème de cet atelier, moi, il m'a bien plu, pas seulement parce qu'il y avait le mot écologie, il se trouve que je suis une élue écologiste, mais c'est parce que dans l'esprit de l'écologie, il y a une logique systémique, si vous voulez, qui fait passer du global au local assez facilement. Donc on arrive à appréhender les choses en grand, mais pas juste pour rester hors sol, pour mettre en œuvre des actions concrètes. Et ce que je voulais illustrer par ma petite expérience d'un mandat, c'est comment j'ai le sentiment d'agir de cette manière-là. Et quand je dis je, c'est jamais seul, hein, on ne fait jamais rien seul. Donc à Nantes, délégué à la santé environnementale, ça veut dire quoi la santé environnementale? Ça veut dire essayer de réduire les inégalités sociales, déjà. Donc on est bien dans de l'écologie sociale ou de l'écologie populaire, je préfère ce terme. C'est donc essayer d'aménager des environnements de vie qui sont favorables à la santé de tout le monde. Et donc ça va très loin, ça va sur les questions de qualité d'air, qualité de l'eau, qualité de l'alimentation, mais aussi les questions de promiscuité, les questions d'insécurité, de sédentarité. Voilà. Et donc, comme par hasard, on se rend compte que ce soit à l'échelle du monde ou à l'échelle d'une ville comme Nantes, qui est pourtant une ville privilégiée et attractive, comme on les voit sur tous les prospectus, eh bien, on fait le même constat, c'est-à-dire ce sont toujours les personnes les plus fragiles, physiquement ou socialement, qui sont le plus impactés par la dégradation de leur environnement de vie. Voilà, ça c'est un constat. Donc à partir de là, comment on fait justement à l'échelle d'une ville pour travailler sur ces environnements de vie, donc l'environnement immédiat d'une personne, c'est le premier sens du mot écologie. Hein. Comment on fait pour faire en sorte que ces personnes sortent un petit peu, comment on met en place un cercle un petit peu vertueux pour les sortir de cette situation où finalement, ils habitent dans une tour où ils dorment pas parce que ils sont dérangés par les voisins, ils osent pas descendre de chez eux parce qu'il y a des trafics en bas, ils mangent mal parce que ils ont pas un gros budget ou alors ils se laissent influencer par des choses qu'ils ont pu voir à la télé, voilà. Ouais. Et puis ils aèrent pas parce qu'ils sont en précarité énergétique et du coup ils respirent un air qui est mauvais pour leur santé. Bref. Comment on fait pour sortir ces personnes de ça? Et puis évidemment, parmi les personnes les plus exposées à des environnements dégradés, il y a les migrants. À Nantes, on a une particularité, c'est qu'on est une ville où, comme je l'ai dit, attractive, mais où les gens viennent pour rester. On n'est pas ni à Grande-Sainte, on n'est pas à Briançon. Les gens viennent à Nantes pour rester. Et tant mieux. On a voulu une ville attractive. Donc les gens viennent et ils veulent rester. Et il est hors de question de faire un tri. Enfin,
Quand bien même on voudrait mettre en place des politiques qui consisteraient à trier des cadres supérieurs ou je ne sais pas, enfin bon, c'est juste hors de question de faire un tri. En tout cas pour ce qui me concerne et ce qui concerne les élus qui partagent mes valeurs. Donc à partir de là, comment on aménage cette ville? Alors l'histoire de Nantes, elle est différente des autres villes. Il se trouve qu'à Nantes, on a énormément il y a une tradition donc catholique, humaniste, et avec beaucoup de foncier qui appartient au diocèse, beaucoup de réserves foncières pour des projets agricoles. Je ne parlerai pas du projet de Notre-Dame-des-Landes où là on vient de dégager un magnifique espace pour faire de l'agriculture biologique et autres projets alternatifs, super intéressant. Mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Le diocèse. Et donc, oui, il faut tenir compte de l'histoire d'une ville. Et là, il se trouve que on se retrouve. Je ne reviens pas sur toutes les séquences où on s'est retrouvé avec des personnes migrantes expulsées sans solution de relogement, et puis re-expulsées, et puis repromesses. Enfin, des gens qui se sont retrouvés des fois 7 fois, 8 fois trimballés d'un côté et de l'autre. On a décidé l'été dernier. Je dis on parce que je suis élue, mais je suis aussi citoyenne et je suis aussi dans le monde associatif. Donc pour moi, c'est poreux tout ça. C'est pas vous les élus d'un côté, vous les associations de l'autre. Ça a aucun sens pour moi. Donc je dis on parce que c'est nous tous qui voulions appeler l'attention des Nantais sur cette question de l'invisibilité des migrants. Nous les avons installés en plein centre-ville. Voilà. Et on s'est retrouvés très rapidement avec 700 personnes en centre-ville. Jusqu'à faire en sorte que on oblige notre majorité à prendre la décision de déclencher un plan communal d'urgence. Donc toutes ces personnes du coup ont été mises à l'abri dans cette gymnase qu'on a réquisitionné. Et tout ça, évidemment, on l'a fait de notre initiative. C'est l'État qui aurait dû prendre en charge ces personnes, qui n'a pas fait son boulot. Et donc, c'est la ville qui a pris le relais. 4 millions d'euros, c'est les chiffres qu'on m'a indiqués pour mettre en place cet hébergement, qui est absolument pas satisfaisant aujourd'hui. Et je ne le dis pas pour critiquer la décision prise. Je suis contente qu'on l'ait prise. Mais on a encore 500 personnes qui sont sans solution sur 700. Donc c'est pas du tout efficace. C'est un échec d'une certaine manière. Et par ailleurs, d'autres personnes sont continuées à arriver. Et puis on a de nouveau 300 personnes dans un gymnase, dans une petite commune à côté de Nantes qui s'appelle Saint-Herblain. 300 personnes dans un gymnase qui appartient au diocèse. Et le diocèse a demandé l'expulsion pour le 9 juin. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, quand on est élu? Qu'est-ce qu'on a comme pouvoir quand on est élu? Surtout conseillère municipale de base, comme moi, pas adjointe, pas maire, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va essayer de réunir toutes les forces et toutes les personnes qui partagent nos valeurs et qui ne supportent pas cette situation-là. Là, il se trouve qu'on a on est en campagne électorale pour les européennes, ça a échappé à personne, ou presque, et on a la visite de Karima Delli, une eurodéputée qui vient demain à Nantes. Eh bien, Karima Delli, on la mobilise, on lui dit « viens donc sur ce gymnase » et viens appeler l'attention de tout le monde sur cette situation qui est juste insupportable. Voilà le genre de choses qu'on peut faire. C'est un pouvoir d'agir, et en fait c'est un pouvoir c'est plus une volonté de faire qu'un pouvoir, parce que si on n'a pas toutes les associations autour de nous, si on n'a pas tous les collectifs, si on n'a pas l'autre cantine à Nantes, qui est un collectif d'associations qui, depuis le mois de juin, ont produit 100 000 repas pour les migrants, 100 000 repas, 200 repas par jour, sans aucune aide publique. Quand même, ça veut dire, pour moi c'est énorme, et ça veut dire aussi qu'il y a énormément de générosité et de mobilisation parmi les Nantais pour cette question de l'accueil. Si on n'a pas cet appui, eh bien on fait pas grand-chose.
Voilà, donc vraiment, je le dis de manière très très modeste, mais il faut absolument aujourd'hui, pour moi la solution, c'est vraiment de s'unir et surtout pas de s'opposer entre gens qui partageons à peu près les mêmes valeurs, de s'unir entre les collectifs, les associations, les élus, et puis les citoyens aussi, que les citoyens soient moins consommateurs en disant que fait la mairie ? Non, venez avec nous et faites avec nous des choses, parce qu'on a vraiment besoin de tout le monde pour agir. Merci. En fait, en vous écoutant, je regardais l'intitulé de cette table ronde, et j'ai l'impression qu'aucun de vous, en fait, n'a répondu à la question. Mais aucun de vous n'a répondu parce que conjuguer accueil des précaires, écologie, émancipation sociale, c'est quelque chose qui supposerait qu'on a déjà franchi un certain nombre de paliers. Or, finalement, j'ai l'impression qu'on est encore sur le registre de la conviction, de l'engagement, et pas encore des méthodes, des organisations, des hybridations qui seraient un petit peu autoportées. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans la salle, mais donc c'est le moment où normalement je vous passe la parole. Donc il y a 10 minutes pour discuter avec les intervenants. Donc peut-être voilà, questionnez-les ou témoignez à votre façon. La photo répond pour partir à la question. Parti. C'est une image. Juste une image. Je dirais que ça a flambé pareil, malheureusement. Parce que en l'occurrence, la photo, elle est celle d'un cabanon de Grande-Synthe, qui a fini comme tous les autres en cendres en avril 2017, malgré les tentatives, les tentatives sincères d'habitation de ce lieu. Alors on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles il y a eu départ de feu et destruction totale du camp. On ne va pas s'interroger longtemps parce qu'on les connaît, ces raisons. Et que l'appropriation partielle, parce qu'elle est toujours restée très partielle, des lieux par les habitants du camp de Grande-Synthe, elle a pesé très très peu face aux contraintes exercées par un certain nombre des pouvoirs publics de dimensions diverses, qui ont, dans la plupart, œuvré soit pour la fin de cette aventure, soit en en faisant la promotion du caractère le plus provisoire possible. Bon, j'ai pas le temps là de décrire les étapes, on n'a pas le temps, c'est pas le lieu de ce camp. Mais il faut, si ça illustre quelque chose, cette photo, au regard de ce qu'on sait de la fin de l'histoire, c'est que ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc voilà, l'autonomie, l'agence des personnes, tout ça, c'est très bien. Mais en l'occurrence, le contexte politique national et local n'a pas permis de conclure de manière satisfaisante cette initiative-là. Oui, si je peux rajouter des actions concrètes, parce que j'avais parlé de choses concrètes et finalement, en ne voulant pas monopoliser, je peux parler des... À Nantes, on a demandé, à l'échelle de la métropole, on a demandé très officiellement en conseil métropolitain. Donc la métropole de Nantes, c'est 24 communes et 600 000 habitants, pour vous donner une ordre de grandeur. Et Nantes seule, c'est 300 000, un peu la moitié. On a demandé en conseil métropolitain que 1%, seulement 1% de notre budget métropolitain soit consacré à la question de l'aménagement de la ville pour l'accueil inconditionnel. Et il s'agit bien d'accueil inconditionnel. 1% de notre budget métropolitain, c'est 8 millions d'euros par an. On peut faire des choses. On peut faire des choses. Surtout en se coordonnant avec les associations qui aident beaucoup, avec des fonds privés et surtout beaucoup de bonne volonté de la part de tout le monde et je pense d'une majorité de Nantais. On a demandé une solidarité entre les différentes communes de l'agglomération. Parce que 24 communes, il n'y a pas de raison que ce soit que Nantes qui fasse l'effort, il faut que ce soit réparti. On a demandé un inventaire des lieux publics qui sont en attente de rénovation pour signer des baux précaires, des baux provisoires, et puis confier en gestion à des associations. Comme on le voit, on cite souvent les grands voisins, mais il y a d'autres expériences, parce que c'est pas tout de mettre les gens à l'abri, il faut ensuite les accompagner dans leur démarche pour revenir dans le droit, puis que très rapidement, finalement, elles deviennent des ressources pour la ville. Moi, il y a 15 ans, j'ai parrainé un jeune qui arrivait de Guinée-Conakry. Là, je n'étais pas élue, c'était en tant que citoyenne. J'ai parrainé, j'ai accompagné.
Aujourd'hui, il travaille et il s'investit dans une association d'aide pour ses compatriotes. Et il fait du soutien scolaire. Bon, voilà, comment au lieu de considérer les personnes comme des charges, on les considère comme un potentiel et que finalement, voilà, elles s'intègrent. Et voilà, ça c'est des choses concrètes. Valoriser aussi toutes les initiatives des associations, et y compris des collectifs avec lesquels l'institution ne sait pas trop bien travailler, parce que l'institution, elle a ses habitudes de travail avec des associations repérées, avec lesquelles elle a ses habitudes. Quand il y a des collectifs citoyens qui se constituent et qui sont un petit peu une génération spontanée comme ça, de gens autour d'une cause commune, l'institution ne sait pas très bien travailler avec eux. Ça, c'est vraiment des gros efforts à faire. Et puis après, relayer toutes les demandes des associations. Là, à Nantes, on a un collectif qui s'appelle Personne à la rue, qui a repris l'expression d'Emmanuel Macron, en disant « Personne à la rue à telle date », je ne sais plus. Bref. Donc 42 associations de toutes sortes qui se sont réunies en collectif avec un objectif commun, faire respecter ça, Personne à la rue. Et elles ont écrit un cahier de doléances. Et ce cahier de doléances, moi je le porte. Je ne le récupère pas en tant qu'élu. Pas du tout. Je le porte en disant ce sont ces associations qui réclament ça et on est d'accord avec eux et on va tout faire pour faciliter ça. Ce cahier de doléances, vous pourrez le retrouver sur le site de l'ANVITA, l'Association nationale des villes et territoires accueillants, dont on a parlé ce matin et dans lequel Nantes est engagé. Et j'arrête. Merci. Quelqu'un d'autre? Monsieur au premier rang. Oui, je voulais, par rapport à ce que dit Michael Neumann, par rapport à Grande-Synthe, bon, c'est un peu comme les histoires d'amour finissent mal en général, mais il y a quand même eu un moment où ça a fonctionné, Grande-Synthe, où du moins il y a eu l'espoir que ça fonctionne, et ça, les 3 premiers mois, il y avait quelque chose qui démarrait, et il y avait un certain enthousiasme, et c'est ça, quand même, partie des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. On les connaît, ces exemples, il y a des tas d'exemples qui sont en France, il y a des tas d'exemples qui sont à l'étranger, en Amérique latine en particulier, enfin, c'est pas ceux qu'on connaît, hein, parce que ça se trouve en Afrique, il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Et donc, quand je trouve que tu es très défaitiste sur ce qui s'est passé à Grande-Synthe, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même à un moment une prise de conscience de quelque chose. Il y a eu un sabotage très clair de l'État sur ce lieu. Mais je veux dire, c'est pas parce que ce sabotage a réussi qu'il faut tout condamner. Je pense que c'est quand même un lieu où on aurait pu espérer que, en pensant mieux les choses, et c'est tout l'objet bien sûr de la recherche sur la ville accueillante, mais qu'en pensant mieux les choses, la prochaine fois, on y arrive un peu mieux. Hein. Et puis après, on en revient toujours à la phrase de Beckett, échoue, échoue encore, échoue mieux. Mais bon. Non, mais parce que enfin, je constate la fin de l'histoire tragique. Je la regrette et je pense qu'effectivement il y avait moyen que ça se termine autrement. Mais je pense qu'il est important de poser les raisons pour lesquelles ça s'est terminé comme ça. Voilà, c'est tout ce que je fais. Je pense que s'il fallait le refaire dans les conditions de l'époque, il faudrait sans doute le refaire, mais autrement, effectivement. Et notamment, alors ça permet de répondre partiellement à la question, pour le coup, avec un petit détour, en s'inscrivant, y compris pour une organisation comme la nôtre qui n'aime pas penser, ça ne veut pas dire qu'on le fait jamais, mais qui n'aime pas penser les choses sur le temps long, en s'obligeant à le faire. Voilà. C'est-à-dire que, de mon point de vue, si ce projet a échoué, encore une fois, il a échoué parce qu'il a échoué, pas parce qu'il était inéluctable qu'il échoue. C'est que les projets les porteurs de ce projet ne partageaient pas le même projet, les mêmes ambitions, les mêmes objectifs. Donc vous aviez des associations, vous aviez un maire, vous aviez des architectes, vous aviez des collectifs, vous aviez MSF. Chacun portait sa vision du projet de la Linière sans y mettre jamais la même chose. Voilà, déjà, ça crée des tensions. Et finalement, le nombre de gens qui, au sein de ces porteurs de projets, envisageaient le projet dans son temps long était très minoritaire. C'était ni le cas de Damien Carême, ni le cas de MSF,
ni le cas d'un certain nombre d'associations. Et effectivement, et l'intégration dans la ville, et le rapport aux habitants, et la durabilité des habitats, et la nécessité de travailler sur un habitat durable avec des gens de transit, enfin toutes ces choses-là nécessitaient un appareillage que dans l'urgence on était incapable de mobiliser. Encore une fois, tout ça ne signifie pas qu'il n'est pas mobilisable, mais que dans le cas d'espèces là, voilà, ça s'est passé comme ça.